C'est notre bonjour. C'est un drôle de démarrage, vous allez me dire. Oui, mais j'avais envie de commencer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un bonjour un peu particulier. Deuxième rendez-vous estival avec cet épisode 313 compilé par Picaboo en France et David en Thaïlande. Salut les gars. Au sommaire, la reconnaissance faciale en question. Une entreprise chinoise a été sanctionnée d'ailleurs aux États-Unis récemment. En fin de compte, la voiture électrique est-elle plus ou moins polluante ? Grande question, évidemment. Impression 3D au service des grands brûlés. Si, on va en parler également dans cet épisode. La cartographie de la France en 3D, c'est à coup de lidar que ça se passe. Le nouveau loisir des gens très riches ou des hyper riches, comme on les appelle maintenant, c'est le tourisme spatial. Ça, je pense que vous vous en êtes rendu compte. De l'actu, vous le voyez, il y en a. On vous proposera d'ailleurs un bonus dans la foulée de cet épisode. Merci d'avance pour vos pouces levés, pour les abonnements, pour les partages dans vos réseaux. Et bonne écoute à vous également. Ça va les gars? Comment vous allez bien tous les deux? D'un côté, David. Bonjour David. Salut. Salut. Tout va bien. Picaboo de l'autre côté. Comment va Picaboo? Bonjour. Ça va bien. Ça a l'air d'aller. Alors, juste un tout petit mot avant d'entamer notre abécédaire, je vais y arriver, et l'actualité. Juste un petit mot. On tenait en pensée avec nos auditeurs, et pas que nos auditeurs d'ailleurs, dans le sud de la Belgique, qui sont un petit peu, et pas qu'un petit peu d'ailleurs, inondés ces derniers jours. C'est vraiment une catastrophe à l'échelle quasiment nationale en Belgique. On est de tout cœur avec vous, et on a une grosse pensée pour vous, pour cet épisode, durant tout cet épisode 313. Si vous le voulez bien, entamons notre abécédaire. Avec la lettre A comme AI comme intelligence artificielle, évidemment. C'est avec qui? Attendez, est-ce que j'ai perdu ma conduite, du coup? Là, la voilà. C'est avec David. David, on va parler de cette entreprise chinoise de reconnaissance faciale qui a été sanctionnée. En fait, c'est plus qu'une entreprise chinoise. Le département du commerce aux États-Unis a sanctionné 14 entreprises technologiques chinoises, dont une en particulier qui est accusée de violation des droits humains contre les musulmans ouïghours. Je pense que tout le monde en a entendu un peu parler, mais il y a... c'est assez dramatique comme situation. Et ce qu'il y a d'assez interpellant, c'est que cette société, ainsi que certaines autres, sont soutenues par une société d'investissement de la Silicon Valley. Donc voilà, la société principalement accusée est une société qui s'appelle Deep Glint, qui est une société de reconnaissance faciale, qui est liée à la surveillance policière chinoise. C'était une société qui avait pourtant été, félicitée pour ses avancées dans la reconnaissance faciale, qui avait été également qualifiée d'une société cool par Bill Gates en 2014. Mais malheureusement, derrière ça, c'est un outil marketing, un outil policier. Cette société ainsi que plusieurs autres parmi la liste des 14 sont des sociétés donc qui mettent en place des systèmes de surveillance qui leur permettent de faire le suivi de tous les faits, gestes, déplacements des Ouïghours dans les villes, entre autres. Et voilà. On avait déjà évoqué cette problématique-là. On avait fait un bonus. Déjà à l'époque, on faisait des bonus, mais c'est un bonus bien plus large entre guillemets sur la politique de Xi Jinping en Chine, et en particulier justement cette problématique de la reconnaissance faciale. Alors sur le peuple chinois de manière générale, avec cette espèce de, comment ça s'appelle encore, c'est la notation sociale, enfin la cotation sociale. Enfin, on donne des bons points ou on retire des bons points aux gens qui traversent. Les points de citoyenneté. Les points de citoyenneté, voilà. Et donc, on avait évoqué ça déjà à l'époque, et on avait, me semble-t-il, déjà parlé de cette problématique où effectivement, où les gros développements en termes de reconnaissance faciale se passaient à l'échelle justement de la reconnaissance de populations telles que les Ouïghours, par exemple. Je ne sais pas ce qu'en pense Picaboo de cette histoire-là. C'est quand même assez problématique que ces entreprises, finalement, qui agissent de telle sorte
en Chine agissent quelque part de la même manière dans d'autres pays et qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne même de l'argent pour venir travailler chez nous. Finalement, c'est un peu particulier quand même. Hein. C'est toute une question de gros sous, ça. Tout ça. Oui, voilà. J'ai vaguement l'impression que c'est une grosse difficulté pour beaucoup de sociétés américaines, mais pas que, à mon avis, de faire la part des choses entre faut-il autoriser, enfin, faut-il mettre la priorité sur les droits de l'homme ou sur le portefeuille des investisseurs, des actionnaires de ces sociétés. J'ai vu tout à l'heure, alors j'ai pas retrouvé la news parce que pendant que vous étiez en train d'en parler, je cherchais la news de l'AFP, je crois, qui est parue tout à l'heure, où j'ai vu que effectivement le Sénat américain, je crois le Sénat ou les parlementaires américains ont voté une loi interdisant, je ne sais plus quelle société, de revendre du matériel aux États-Unis parce qu'il s'était produit par justement des Ouïghours. Et que donc voilà, ils sont carrément passés la loi, quoi. Voilà. Oui. Tout va bien. Alors, on a l'habitude de ne pas faire de politique. Hein. Nous, on parle de nouvelles technologies. De temps en temps, malgré tout, qu'on le veuille ou non, la politique s'immisce aussi dans ces questions, dans ces questions-là. Comme on le voit une fois de plus ici, on va pas en faire des tartines non plus. Hein. Je pense que chacun se fera son opinion. On met comme d'habitude, même si je vous les ai pas montrés ce coup-ci, mais on le fera là. Pour les prochains sujets. On met comme d'habitude les liens qui ont servi à agrémenter cet épisode, puisque c'est une revue de presse, forcément il y a presse, et donc il y a dans la description de cette vidéo ou dans la description du podcast, c'est comme vous le voulez, les liens vers les différents sites sources de mes petits camarades. On peut passer à la suite si vous voulez bien. On va parler de bio-impression et d'impression 3D pour le coup, avec Picaboo, puisque on parle d'impression 3D au secours des grands brûlés. Oui. C'est un projet de recherche qui est actuellement en cours sous deux projets qui se suivent l'un l'autre, qui s'appellent Blockprint et Blockprint 2. C'est un projet de recherche français fait par 4 partenaires français. Alors je vais vous éliminer les noms mais en gros il y a les Hospices Civils de Lyon, la plateforme 3DFB et l'ICMBS et l'IRMM. Voilà, vous savez tout. Ça va, avec ça, vous êtes bien garnis. C'est un projet a priori 100% français, mais le développement est, je pense, fait pour ensuite s'étendre un peu partout. L'idée étant le développement d'une bio-imprimante capable de créer sur mesure de la peau humaine, de l'épiderme pour être précis, puisque comme on le sait, ou peut-être pas d'ailleurs, quand vous avez des grands brûlés, en particulier, il se trouve que quand vous êtes brûlé à plus de 60%, il est très compliqué de vous regreffer votre propre peau. Puisque reprendre de la peau sur vous, alors que vous avez déjà 60% de peau qui pose problème, c'est dangereux. Voilà, visiblement, ça pose un gros souci. Donc l'idée, c'est de pouvoir recréer de la peau artificielle directement sur le patient. C'est-à-dire, imaginons, vous avez votre main est brûlée, ou votre corps, de façon générale, est brûlé. On ferait un scan des parties de votre corps qui doivent être traitées. On récupère des cellules, vos cellules, alors c'est pas forcément vos cellules, mais ça peut être des cellules, comment on appelle ça, des cellules souches, qu'on va faire cultiver pour créer de la peau. Alors, c'est pas de la peau en réalité, c'est un liquide, alors ce qu'ils appellent une bio-encre, qui va contenir les cellules en question, qui vont être programmées pour faire de la peau à l'impression. Cette peau va être déposée sur les parties du corps qui sont concernées par les brûlures, et être faite de telle façon que la matière va se former pour former une peau telle qu'elle aurait dû être avant d'être brûlée, on va dire. La difficulté là-dedans, c'est d'arriver à générer la peau justement telle qu'elle aurait dû être. Donc l'impression 3D entre en ligne de compte avec la forme d'impression qui va générer la texture, la matière à l'endroit où elle devrait se trouver, alors plus ou moins plissée, plus ou moins tendue, plus ou moins, etc. Voilà. C'est ça l'idée de ce projet de recherche qui actuellement en est au développement Blockprint 1, donc c'est la base, et le Blockprint 2 doit être lancé, si ma mémoire est bonne, pour s'étaler jusqu'à 2024. Voilà. Ils ont pris un petit peu de retard, mais c'est un projet en cours.
On s'en rend compte, la peau n'a pas la même texture que ce soit au poignet, au coude, à la cuisse, au genou, etc. Et c'est vrai que pour avoir une vie la plus normale possible après être guéri des brûlures, c'est quand même plus agréable d'avoir une peau naturelle, ou en tout cas d'apparence naturelle, aux endroits les plus visibles en particulier, et aux autres aussi. Il y a une question d'épaisseur, une question de tension, etc. Enfin, même une question de couleur, même pratiquement. Donc, bien sûr. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Qui font que... C'est impressionnant, c'est impressionnant parce qu'il y a de véritables enjeux, hein. Les brûlures, c'est quand même parmi les accidents bêtes, domestiques, je dis bêtes entre guillemets, hein, mais c'est quand même les plus visibles et les plus dommageables sur le long terme. On peut se casser une jambe, entre guillemets, dans l'escalier, et une fois qu'on vous a mis le plâtre et que votre jambe est réparée, normalement, si ça se limite à cette gravité-là, ça ne se verra pas et vous n'en souffrirez pas dans l'avenir. Par contre, les brûlures, ça, si vous êtes brûlé, ça reste, ça se voit, et ça peut être très embêtant pour l'avenir de la personne qui a été touchée, évidemment. Donc là, encore une fois, l'impression 3D, on avait déjà vu des exemples d'impression 3D, par exemple, pour faire reformater une oreille, par exemple, pour faire des implants qui ressemblent pour faire des organes, ou donc on voit qu'ici, en plus, moi je trouve ça toujours bluffant, impressionnant, et c'est là que la technologie, moi, me passionne personnellement. Je sais pas ce qu'en pense David de son côté, de ce genre d'usage de ce type de technologie. C'est très positif. C'est quelque chose qui est fort utile et qui peut sauver des vies, améliorer la qualité de vie de personnes qui ont eu des accidents. J'avais déjà entendu certains développements sur de la peau artificielle générée par les cellules souches, mais bon, si on allie ça à l'impression 3D, ça peut avoir des applications fort sympathiques, et puis bon, dans le futur, peut-être avoir un aspect robotique, et un peu comme on voit dans les films science-fiction, les robots médicaux autonomes. Mais bon, pour les gens qui sont loin d'un hôpital ou quoi, ce sont des choses qui pourraient être sympas dans le futur. Avec David, on va toujours 2 ou 3 pas plus loin encore que... Moi, je trouve déjà que le présent est déjà bluffant, mais lui, il a toujours envie d'aller un peu plus loin. C'est ça qui est aussi. C'est quelque part, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire de cette technologie dans un avenir plus ou moins proche. Picaboo. Ils vont d'ailleurs pas certainement le limiter aux grands brûlés. Une fois que la technologie sera au point, je pense que les gens qui sont amputés, les gens qui ont des choses comme des ulcères, des choses chroniques, etc., c'est ce qu'ils disent dans l'article à peu près à demi-mot, hein, ça peut servir donc à soigner tout ce genre de pathologies derrière, qui sont assez graves et assez compliquées, surtout avant d'avoir des infections qui deviennent après assez catastrophiques. Oui, c'est ça, parce que en plus, quand on est brûlé, on subit toutes les attaques bactériennes, microbiennes, etc. On est à la merci de la moindre crasse qui passe, et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de guérir le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. Enfin voilà, donc on connaît tout ça, mais voilà, une fois une solution qui montre le bout de son nez. Je rappelle qu'au-delà de ça, par le passé, encore aujourd'hui, on fait des greffes de peau, hein, on va chercher de la peau là où il y en a, les cuisses, les fesses, etc., pour les mettre sur d'autres parties du corps, avec voilà, ça a ses limites également. Ici, on peut peut-être aller un pas plus loin grâce à cette technologie. Merci pour cette info. On est à la lettre C. C comme ciel. Le ciel, le plus grand radiotélescope du monde, est en construction et donc va scruter prochainement le ciel et bien au-delà, si je ne dis pas de bêtises, c'est de nouveau Picaboo. Ouais. Alors, c'est un projet qui est ancien, puisqu'il a démarré il y a déjà quelques années, 4 ou 5 ans je pense, puisqu'il est normalement, la première phase qui se situe en Afrique du Sud, devait être terminée en 2018, à ma connaissance elle ne l'est toujours pas, et elle doit la réalisation d'antennes télescope de 13 mètres de diamètre pour une quantité de 64 unités qui devait être terminé en 2018 et 150 à terme du projet global. Ce projet global, ça s'appelle le projet SCA. Alors, le projet SCA, après, je vais... SCA,
alors c'est SKO, mais ils appellent ça SKA en fait. Okay, alors c'est SKA Observatory. Alors je pense que l'Observatory à chaque fois ils en parlent pas, mais en gros c'est ça, qui regroupe en fait un certain nombre de pays dans le monde. La France en a fait partie à un moment donné, l'Europe de façon générale, je pense qu'il y a quelques pays d'Europe qui en font partie aussi. En gros, le projet consiste à créer le plus grand radiotélescope existant en faisant, avec tout un tas de petites antennes réparties sur une grande zone de terrain libre et claire. Le radiotélescope a un avantage par rapport aux autres. On va faire une petite synthèse avant d'aller plus loin. C'est que par rapport à un télescope normal qui regarde avec la lumière, le radiotélescope récupère les ondes radio et analyse ces ondes radio venant de l'espace pour faire les analyses spectrographiques, etc. Tout ce qu'on peut analyser au niveau d'une onde radio, qu'elle soit courte, longue, etc. Et on arrive à déterminer un certain nombre de choses avec ces ondes radio. Et l'avantage, c'est que même si vous avez des nuages, par exemple, vous voyez à travers les nuages avec ça. Oui. C'est l'avantage. Par contre, plus vous l'avez grand, plus vous voyez de choses, vous entendez de choses et donc vous voyez de choses. L'intérêt, mais aussi le désavantage, c'est que c'est un intérêt, mais le désavantage, c'est que quand vous avez un radiotélescope, quand vous êtes au centre de ce radiotélescope, vous avez beaucoup d'informations qui arrivent. Plus vous éloignez du centre de ce radiotélescope, donc des antennes qui sont réparties sur un terrain en demi-cercle, on va dire, en spirale, plus vous perdez en qualité de réception. Alors ça c'est l'article qu'on peut lire sur Ciel et Espace qui explique ça. Maintenant, comment on fait pour installer ça? C'est ce qu'ils sont en train de faire en Afrique du Sud. Ils ont choisi une zone de terrain qui fait je ne sais plus quelle surface, mais qui est assez gigantesque puisqu'il y a personne qui y habite en fait, à part les animaux, on va dire. Et ils ont installé 64 antennes jusqu'à maintenant. Ils vont en installer 150 au final. Et ça va être marié avec un autre projet qui se trouve en Australie. Donc tout ça se trouve en l'hémisphère sud, où il y aura 131 072 antennes. Voilà, voilà pour être clair. Oui. Antennes radio réparties dans le désert australien et qui vont permettre. Alors ça fait partie du projet MERCAT de l'autre côté, mais les deux sont rassemblés ensemble et qui vont permettre de créer un radiotélescope qui devrait faire. Alors je ne sais plus quelle est la surface. Je crois c'est 1 kilomètre au final. C'est comme s'ils avaient une parabole d'1 kilomètre de diamètre. Voilà. D'accord. Ce qui n'a jamais existé, même Arecibo et même le radiotélescope chinois qui est aujourd'hui le seul qui reste, puisque Arecibo s'est cassé la figure, a été détruit il y a quelques semaines. Oui, a été abandonné. Voilà. Oui. Mais il faisait pas 1 kilomètre de diamètre, il en était très loin. Même le chinois dont je me souviens plus du nom est très loin du 1 kilomètre de diamètre. Là, on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Une fois que tout le monde sera rassemblé, et tout ça est prévu pour dans quelques mois, puisqu'ils ont pris 1 an de retard, je crois. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, je vous détaille pas tout le truc parce qu'il y a un vrai article complet dans les notes de l'émission, hein, avec même un article qui renvoie sur un ancien reportage qu'avait fait Ciel et Espace sur le projet sud-africain. Voilà. Oui. Juste une parenthèse pour ceux qui se posent la question en nous écoutant, en disant mais le radiotélescope dont ils ont parlé qui est détruit, c'est celui de James Bond? Oui. Oui, c'est celui-là. C'est exactement celui-là. C'est celui qui était en contact aussi avec Jodie Foster. Voilà. Avec Jodie Foster, tout à fait. Parce que bien souvent c'est de là, quand on s'y intéresse mais pas en spécialiste, c'est le genre d'image qui nous reviennent automatiquement parce qu'on se dit tiens c'était quoi ce truc-là? C'était la grande coupole au milieu des bois là, au milieu de la forêt. Au milieu de la forêt, oui, tout à fait. Une opinion, un avis, un regard peut-être de la part de David qui va encore aller 3 steps plus loin. je le sens. On va transformer tous les objets en paraboles et en oreilles tournées vers l'espace demain, mais on n'y est pas encore. Oui, Arecibo c'était 305 mètres de diamètre, le chinois c'était 500 mètres, donc on va être 2 fois plus grand, donc ce qui veut dire 4 fois plus de surface. Oui. Donc, on entendra beaucoup mieux. Oui. Ce qui est intéressant avec les radiotélescopes, c'est qu'on peut voir ce qu'on ne peut pas voir. C'est parce que, étant donné que ça permet de voir, en quelque sorte, de donner une image des ondes radio, on découvre pas mal de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et une des choses qui est assez,
qui est un des points pour lesquels les radiotélescopes sont importants, c'est pour essayer d'élucider cette histoire de matière noire qui n'est pas visible, et accessoirement d'écouter s'il n'y aurait pas des extraterrestres qui sont en train de faire un podcast quelque part. Ouais, c'est ça, ou de tricoter, ou de faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils font à cette heure-ci, d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'ils font à cette heure-ci, les extraterrestres, mais voilà. Alors, ce qui est des fois un petit peu déroutant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de... on ne regarde pas le spectre visible, mais souvent, le signal qui est reçu est réinterprété pour en faire une image, par exemple, bien visible, avec nos yeux, en jouant avec des couleurs, etc. Mais c'est pas parce qu'on le voit avec des couleurs sur un écran que pour autant c'est comme ça dans la vie. Ça reste des ondes électromagnétiques. Ça reste des ondes, mais on essaie de les imager quelque part pour essayer de comprendre, enfin pour essayer de les rendre plus compréhensibles pour des gens comme nous, un peu néophytes ou très néophytes même. Voilà, tout ça pour l'expliquer. Passionnant en tout cas, affaire à suivre. On va voir s'ils vont entendre des trucs. Hein, on l'espère en tout cas dans l'avenir. E.T. Maison. E.T. Maison, oui. On est à la lettre E comme Elon, avec, j'en parlais en introduction, ce nouveau tourisme, quelque part. Ça m'a un petit peu énervé, moi, cette semaine, cette histoire-là, mais je le dis franchement, mais on va en parler tout de suite. Sauf que j'ai pas la même chose dans ma conduite ici. J'ai une différence entre ce que je vois sur ma conduite ici et ça, à mon avis, il doit y avoir un souci de conduite quelque part. Attendez, je regarde. Non, enfin, je vais passer la parole. Je sais pas à qui. Je dû zapper un truc. À moi. À toi. Donc je te laisse parler. Voilà, donc Elon Musk a son ticket pour l'espace. Je trouvais ça assez cocasse comme nouvelle, parce qu'étant donné que il se veut être la personne qui va faire voyager l'humanité vers Mars, je trouvais ça assez marrant qu'il achète un ticket à son ami milliardaire que le nom m'a échappé, c'est Richard Branson, je pense, voilà, Virgin Galactic. Et donc, apparemment, il y aurait déjà 600 personnes sur la liste d'attente. On ne sait pas où se situe sa place, mais bon, voilà. Je trouvais ça plutôt cocasse qu'intéressant. C'est cocasse, mais effectivement, t'as raison, c'est plutôt plus cocasse qu'intéressant, mais je sais pas ce qu'en pense Picaboo, mais je vais donner pour une fois, je vais un peu ça m'a énervé, voilà. Et ça m'a un petit peu énervé parce que quand on voit tout ça, enfin, je suis fan de conquête spatiale, de recherche, de développement dans ce domaine-là, parce que je pense, je peux me tromper, mais qu'il y a toujours en bout de course des résultats probants qui peuvent en ressortir et qui peuvent nous aider à mieux vivre sur la Terre. Je pense à toutes les expériences qui sont faites dans l'ISS depuis des années, par exemple, mais pas que. Et ça, je trouve que il y a un côté inutile, futile dans la démarche. Je sais pas ce que tu en penses, Picaboo. Moi, c'est l'opinion que moi j'ai de ce truc-là. Alors quand on se fait des cadeaux entre gens riches, etc., ça frise complètement. Enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est pas ce qui m'a choqué au premier abord. Moi, je considère que la conquête spatiale, enfin, c'est pas la conquête, parce que la conquête, ça n'existe plus. Faut pas le dire ça. C'est l'exploration spatiale. Oui, voilà, a beaucoup d'intérêt. Là, c'est savoir qui est la plus grosse entre deux milliardaires. Bon, très bien, super. Ouais. Après, ils font joujou ensemble. C'est leur pognon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais par contre, moi, ce qui m'a énervé dans cette histoire, c'est que tous les médias qui en ont parlé et qui ont fait état de ce fameux vol machin, aucun ne s'est renseigné pour savoir exactement de quoi on parlait. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une ligne qui s'appelle la ligne de je ne sais plus quoi, j'ai perdu le nom là comme ça, qui se trouve à 100 km d'altitude et qui est désignée comme étant la limite entre l'atmosphère et l'espace. Sauf les petits Américains qui, eux, considèrent que c'est 80 km, comme par hasard, parce que, comme par hasard, M. Branson n'a été qu'à 83 km. Sauf que l'Union spatiale mondiale a dit c'est 100 km, monsieur, c'est pas 80. Donc, en réalité, ils n'ont pas été dans l'espace. Ils ont été à une petite limite, pas loin, mais c'est tout. Alors après, ils se brossent dans le sens du poil, ils sont contents, machin, tout ce qu'on veut. Ils dépensent des milliers de dollars pour faire un petit vol en avion, mais bon, ça va pas plus loin. Hein. On avait déjà vu ça avant, quoi. Hein. C'est pas non plus... Oui, et quelques, si j'ai bien compris, quelques poignées de secondes. Hein. C'est même pas... Enfin, c'est pas longtemps. Hein. Ils sont en apesanteur certainement plus longtemps que sur un vol parabolique tel qu'on le connaît, qui sert
à faire des exercices et aussi des expériences dans des situations d'apesanteur ou ressemblant à de l'apesanteur. Là, c'est un tout petit peu plus long, mais au-delà de ça, où est la prouesse réellement? Ça fait des années qu'ils bossent sur ce projet. Enfin voilà, moi je reste dubitatif. J'attends qu'une seule chose, c'est que quelqu'un vienne me contredire et dire ah non, c'est fantastique que ce qu'ils ont fait, ça va aider à faire ceci, ça ouvre la porte à cela, machin, etc. Moi, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais là, je le vois pas, je l'entends pas, et c'est ça que je trouve plutôt inquiétant. Au-delà de l'aspect, j'allais dire bêtement, oui, presque bêtement écologique entre guillemets, parce que faut quand même savoir que ces deux loustiques-là, chaque fois qu'ils s'envoient en l'air, entre guillemets, c'est à peu près l'empreinte carbone d'un pays comme le Luxembourg ou la Belgique qui part en fumée en quelques secondes. Donc, tu vois, c'est la ligne de Karman. Voilà. Et juste pour dire, autant que je sache, là quand même, du côté SpaceX, c'est quand même plus écologique puisque le carburant n'est pas le même que du côté Virgin Galactic, où ils utilisent un carburant tout à fait classique à ma connaissance, et absolument polluant. Donc. Oui, il y a, on va dire, dans le chef de SpaceX aussi une volonté de faire des économies, donc forcément de faire un petit peu d'écologie aussi, par la récupération par exemple du propulseur et des choses comme ça. Donc il y a une autre démarche, c'est pas la même démarche du tout. D'ailleurs, la démarche de SpaceX n'est pas de faire du tourisme spatial, en tout cas pas aujourd'hui. Il y a des projets dans le futur, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui, contrairement à Virgin Galactic et contrairement également à Jeff Bezos et sa société, j'ai plus le nom en tête, aidez-moi. C'est Amazon, aussi, mais je sais plus comment. Oui, je sais plus. Voilà, qui va également s'envoyer en l'air d'ici pas longtemps. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, on est ouvert à la discussion. C'est ça aussi. C'est le 21, non, je pense que c'est le 21 juillet. Oui, pour la fête nationale belge. Donc, voilà. Il me semble. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas. On a une opinion, on la partage si vous voulez. Donc, on ne s'en offusquera pas si tout ça est fait avec politesse. C'est important de le préciser. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'agaçait aussi, ce terme de parler de tourisme spatial, parce que ça donne vraiment une très mauvaise impression de ce qu'ils font. Comme disait Picaboo, 100 km d'altitude. Si on compare ça au diamètre de la Terre, qui est de plus de 6000 km, on est vraiment à ras du sol dans la grandeur des choses. La station spatiale internationale est à 400 et des kilomètres. Alors 130 km, je crois. On considère pas vraiment ça comme étant une station dans l'espace. C'est une station qui flotte autour de la Terre à relativement basse altitude. D'ailleurs, les satellites régulièrement la rehausser pour ne pas qu'elle s'approche trop de l'atmosphère. On la replace sur son orbite très régulièrement. Oui. Les satellites géostationnaires sont à 36 000 km. 36 000 comparé à 100, c'est déjà une grosse différence. La Lune est à 400 000 et on parle pas encore vraiment d'espace. Donc voilà, c'est vrai que c'est juste un vol en plus haute altitude que d'habitude. Oui, c'est ça. Et c'est avec beaucoup d'esbrouf et qui coûte 100 fois plus. Et beaucoup de marketing, etc. Oui, voilà, et très coûteux. Enfin, sport d'hyper riche, en gros, tout ce qu'on n'aime pas. Donc on va passer à la suite. Les GPU, on en a parlé souvent avec David des GPU parce que il y a les GPU il y a eu pénurie de GPU et là maintenant il y a plus pénurie de GPU. On avait un petit peu évoqué ça, David, quand la Chine s'était réveillée face au minage de Bitcoin. Il semble effectivement que du coup, on retrouve des cartes graphiques sur le marché de l'occasion. Voilà. C'est un rapport direct, donc voilà, bonne nouvelle pour les gamers. Vous allez pouvoir avoir un GPU à prix normal. C'est des milliers et des milliers de GPU qui se trouvent en vente d'occasion sur les sites chinois. Donc tous les GPU qui étaient utilisés dans les fermes de minage, étant donné que le gouvernement chinois maintenant a fait une razzia et que c'est devenu illégal, et on retrouve des GPU de seconde main quasiment au prix qu'ils étaient censés être vendus originellement. Donc d'occasion au prix du neuf, quoi.
Un tout petit peu moins que le prix censé être au neuf. Là-dessus, évidemment, les magasins d'informatique maintenant ont un stock de GPU qu'ils ont difficile à écouler à 2 fois le prix normal. Et donc, les prix vont chuter. Moi, j'ai vu ici, en 3 semaines de temps, on est passé à peu près de 3 fois et demi le prix recommandé par les fabricants à 1 fois et demi le prix recommandé. Donc, d'accord. Voilà. Oui, enfin, il faut encore un petit peu attendre parce que qu'est-ce qu'on peut craindre d'une carte graphique d'occasion comme éventuel défaut ou il y a un gros risque ou pas? Disons que la problématique d'utiliser des cartes graphiques pour faire du minage 24 heures sur 24 s'est quand même révélée parce que en Russie, je pense que c'est Gigabyte, je pense, un fabricant de cartes graphiques, avait rabaissé la garantie fabricant à 3 mois. C'est juste. Alors que normalement c'est 3 ans. Oui. Et c'est du matériel qui n'est pas fait pour fonctionner à leur temps 24 heures sur 24 à leur température limite. Ce n'est pas une utilisation normale. Et comme la température est quand même ce qui fait que les composants s'usent plus vite. En chimie, on dit en général qu'une règle de base, c'est que 10 degrés en plus, la durée de vie ou la réaction se fait 2 fois plus vite, ou la durée de vie est divisée par 2. C'est la même chose pour les condensateurs électrolytiques. Oui, c'est ça. Donc voilà, si c'est 30 degrés de plus 24 heures sur 24, la vie est divisée D'autant plus que moi j'ai marqué un truc, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, je pense que tous les gamers qui ont des cartes Nvidia de différents modèles l'ont remarqué aussi, ils s'en sont même peut-être inquiétés à un moment donné, c'est que les ventilateurs de ces cartes graphiques, même s'il y en a des fois 3, même des fois 4 peut-être, enfin en tout cas 3 j'en ai déjà vu, ces ventilateurs se mettent en route très tard par rapport à la température de fonctionnement. Je pense que c'est au-delà de 60 degrés que le ventilateur commence à frémir un tout petit peu pour limiter la consommation, paraît-il, pour limiter le bruit également, enfin ça je trouve ça un peu voilà, donc ce sont des objets qui sont relativement qui montent facilement en température et qui restent à des températures relativement élevées tout au long de leur fonctionnement. Donc 24 heures sur 24 a priori c'est encore plus dommageable sur le moyen terme, j'ai presque envie de dire. 60 degrés pour une carte graphique, c'est relativement froid. Il n'est pas anormal de voir en charge une carte graphique avoir son processeur qui monte dans les 80 voire 90 degrés et elle sera toujours fonctionnelle à 100 degrés. Je pense que les protections thermiques s'enclenchent au-delà de 100 degrés. D'ailleurs, tout comme les processeurs, un processeur Intel, la protection le thermal throttling, donc limiter la vitesse pour sauvegarder le processeur ne s'enclenche qu'à 100 degrés. D'accord. Donc ce sont des températures relativement normales. En même temps, plus on monte en température, on imagine bien, les performances du coup diminuent aussi. À un moment donné, il y a une forme de saturation due à cet excès de température, on imagine. Il faut évacuer la chaleur, donc et le problème du bruit est très 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 réel quand on parle de matériel haut de gamme. Un ventilateur de carte graphique peut faire le bruit d'un sèche-cheveux, donc si on a un casque sur les oreilles et qu'on est en train de jouer à un jeu, mais pour l'entourage autour, c'est pas toujours très marrant. Oui, effectivement. On parlera refroidissement plus tard encore dans cet épisode, parce que c'est important de refroidir son processeur. Je ne sais pas si Picaboo avait un truc à rajouter sur ce sujet en particulier ou pas. C'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Ça peut arriver, c'est bien de le dire. Les cartes graphiques, j'en ai jamais eu besoin, puisque j'ai toujours été sur Mac, et donc je me suis jamais posé la question. Sauf pour me dire que, en fait, je peux pas lancer un jeu parce que la carte graphique n'était pas adaptée, machin, gna. Ce qui fait que j'ai pas été un grand joueur, et voilà. Même les Mac ont des fois besoin de cartes graphiques et de GPU pour certaines applications. Il faut quand même le préciser, mais c'est vrai que quand on achète un Mac, on se pose pas la question. On se pose pas trop la question, c'est vrai, t'as raison. On passe à la suite. Avec la lettre L comme LIDAR, ce principe qui permet de faire presque, j'ai envie de dire, comme des photographies en 3 dimensions. Picaboo, la France a donc fait une cartographie, ou en tout cas la France est cartographiée en 3D aujourd'hui.
En ce moment. Elle est en ce moment cartographiée en 3D. Il y avait déjà une cartographie qui existait, qui était d'une définition assez pauvre, on va dire, puisque elle consistait, mais on va y revenir, à avoir 2 points de relevé cartographique par mètre carré sur l'ensemble de la France. Là, le projet qui est lancé depuis l'année dernière et pour une période de 5 ans va consister à découper la France. Enfin, il est déjà découpé d'ailleurs. C'est déjà découpé en 236 blocs, pardon, de 50 km carrés chacun, et de scanner l'ensemble, alors de scanner en 3D, je précise, scanner en 3D ces blocs de 50 km carrés avec une définition qui revient à 10 points par mètre carré. Voilà. Donc, vous prenez 10 points, 1 mètre carré, donc 1 mètre par 1 mètre, et vous estimez, enfin, vous notez dans votre petit ordinateur les 10 points correspondants avec l'altitude, la couleur, la qualité, enfin, la forme, etc. Et vous allez en déduire un certain nombre, la France en 3D, en gros, ni plus ni moins, avec des avions, et des lidars à haute densité. C'est aujourd'hui un projet qui est en cours, puisque une petite partie du sud-est de la France est aujourd'hui du sud-est, pardon, de la France est aujourd'hui en cours de scan, et ça va être le cas pendant une période de 5 ans. Je crois le projet est de 60 millions d'euros, donc pour l'ensemble de la France, et j'ai un doute sur la durée, mais ça doit être 5 ans, je crois, de mémoire. Voilà. Et il y a environ 5 années pour 7000 heures de vol prévues. Voilà, c'est ça. Là aussi, l'empreinte carbone qui fait ça. L'empreinte carbone, elle va être sévère, mais quand on voit le résultat et qu'on imagine ce à quoi ça peut servir. Vous avez quelques exemples de photos sur l'article, enfin de photos, de scans, pour être précis, sur l'article, et franchement, c'est pas mal. Oui, parce que quand on voit le degré de précision, je vois par exemple ici le pont du Gard en image, on le reconnaît, quoi. Je veux dire, tout à fait. Oui, et puis les arènes de Nîmes, etc., tout ça, on le reconnaît très bien, quoi. Le Stade de France aussi, enfin voilà. Et puis alors, moi qui suis dans le domaine du bâtiment et de l'urbanisme, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est super utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous cherchez une altitude, par exemple, pour un bâtiment, etc., vous avez l'information sur les plans de l'IGN aujourd'hui, mais c'est très 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 basique. Là, vous allez avoir 3 couches d'informations qui vont en plus être gratuites puisqu'elles seront en libre accès. Ça va faire partie des données gouvernementales en libre accès par tout le monde, vous, moi, enfin même pas des professionnels forcément. Et donc, vous pourrez savoir à quel niveau est votre jardin par rapport à votre maison et par rapport à celle du voisin, simplement en allant sur le site. C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Là, comme c'est en 3D, évaluer aussi les ombres portées en fonction de l'ensoleillement, des choses comme ça, ça peut avoir son importance également. Après, c'est ce qui est très intéressant, c'est que vous pourrez récupérer toutes ces données, effectivement les intégrer dans des logiciels de modélisation et effectivement générer de l'image 3D pour ensuite faire le terrain, enfin tout ce que vous voudrez dessus. Quoi. Parce que tu creuses ta piscine et puis tu te rends compte que vu le bâtiment qui est à côté, elle sera jamais au soleil. Il sera à l'ombre. Voilà, tu vois, c'est le genre de truc en 2D tu le comprends pas tout de suite. Quoi, tu vois. Donc, non mais c'est quelque chose de vraiment intéressant, quoi. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et effectivement, c'est assez bluffant. Le Stade de France, en l'occurrence, il était colorié en plus, donc on reconnaît encore mieux le bâtiment et sa fonction. C'est vrai qu'on peut encore rajouter des informations supplémentaires. Ça va très loin en France, hein, sur tout ce qui est mise à disposition du public de ces cartes. Depuis cette année, depuis janvier dernier. Depuis janvier dernier, l'IGN a ouvert tous ces tiroirs, mais c'est ça, tous ces stocks d'informations, et ça continue encore. Hein. Il y a encore des choses qui sont encore pas encore ouvertes, mais ça vient au fur et à mesure. Et ils ont ouvert beaucoup de choses au public. Et donc maintenant, on a accès à énormément d'informations. On peut avoir les niveaux, les rivières souterraines, beaucoup de choses, vraiment. Les zones inondables, des choses du genre, c'est toujours important aussi. Quand tu veux faire l'acquisition d'un terrain d'une maison par exemple, c'est un passage obligé, quoi. Hein, c'est pour voir ce qu'il y a autour, etc. Donc c'est vraiment bien. Après, il faudrait que ça soit mis à jour de temps en temps quand même. Ça serait bien, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est ça. Après, il y a toujours, il faut toujours, un certain degré de méfiance
Toujours voilà, mais bon, en attendant, ça a l'avantage d'exister, et ça c'est quand même pas mal. Qu'en pense David de ce type d'application du lidar ici en l'occurrence, David? C'est très utile. C'est pas, je veux dire, c'est pas comme le tourisme spatial, un caprice. C'est réellement quelque chose qui a plein d'applications, aussi bien pour la sécurité que pour pouvoir réagir en cas d'incendie de forêt, en cas de c'est vrai, catastrophe naturelle. Découvrir des vestiges archéologiques. On découvre ça aussi de cette manière-là. Et pour ce qui est des vols et de l'empreinte carbone, il me semble, il y a quelques années, que j'avais entendu parler d'un programme de faire justement de la cartographie lidar avec des drones ultra légers qui fonctionnent partiellement à énergie solaire. Donc c'était des sortes d'énormes énormes planeurs, et ça avait une autonomie assez étonnante, et c'était une des applications qui avait parlé de pouvoir faire du scan 3D empreinte carbone basse. C'est vrai que là, on se sert de ce qu'on connaît, donc des avions, des trucs, et voilà. Et ben on peut aussi imaginer très facilement, finalement, sur le moyen terme ou le long terme, des usages comme celui-là de certains types de drones, plutôt que d'en faire des objets militaires, d'en faire aussi des objets de recherche ou de cartographie. C'est vrai, ça a un intérêt à ce niveau-là aussi. Je sais pas si on avait un truc à rajouter l'un ou l'autre sur ce sujet ou pas. Non. Dis donc, il trace, cet épisode, il n'y a pas à dire, avec vous, c'est carré, et voilà, on perd pas de temps, on passe à la suite. Merci beaucoup, Adam. T comme TSMC, alors je sais absolument pas de quoi est ces initiales, on va parler de refroidissement par eau, mais d'un type un petit peu particulier, David. Oui, TSMC en fait c'est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, qui est situé à Taïwan. Donc TSMC ça veut dire Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ok. Et toutes les grosses sociétés passent principalement par eux pour faire fabriquer leurs processeurs, leurs GPU, etc. Et donc, avec l'avancée en puissance des processeurs, on fait des circuits avec de plus en plus de couches, on met des transistors vers le haut et dans tous les sens. Il faut refroidir tout ça, comme on en parlait juste avant. Ouais. La méthode traditionnelle, c'est de mettre un radiateur sur le processeur ou sur la puce, et ce radiateur, soit il est refroidi avec un ventilateur, ou soit c'est un radiateur avec des tubes et qui passe à l'intérieur un refroidissement par eau. Mais ici, ils vont une étape plus loin, c'est qu'ils sont en train de développer une technologie où, en fait, au niveau du silicone, il y aurait directement des canaux qui sont gravés dans le silicone, et en fait, l'eau serait directement au contact du silicone, ce qui permet d'avoir une efficacité beaucoup plus grande en refroidissement. Comme tu le mentionnais juste avant, un processeur peut monter très 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 vite en température. C'est une fraction de seconde quand sur une surface de quelques millimètres carrés, on a 200 watts ou 300 watts d'énergie qui doivent être dissipés. Voilà. Chaque millième de seconde, chaque millionième de seconde même compte, et pouvoir refroidir plus en profondeur, c'est le cas de le dire, à tous ses avantages. Maintenant, c'est encore au stade de développement, de prototype, et ça va probablement mettre plusieurs années avant d'avoir les premières applications grand public. Donc, si je comprends bien, on fait vraiment passer le liquide de refroidissement, que ce soit de l'eau ou autre chose d'ailleurs, au cœur du processeur, quoi, à l'intérieur même du processeur, entre les composants les plus infimes du processeur, si je dis bien.
D'après ce que j'ai vu dans l'article, ce sont des sillons qui sont creusés dans le silicone et donc le liquide circulerait directement au lieu d'avoir un radiateur en surface qui lui est refroidi, on refroidit directement sur le silicium. C'est intéressant. En même temps, on sait que la température est un enjeu en électronique de manière tout à fait basique. Voilà, plus on monte en température, moins le rendement est important. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça reste intéressant. Je me demande si on ferait pas mieux de trouver une solution pour que le processeur chauffe moins plutôt que d'essayer de le refroidir. C'est un peu une réflexion de béotien. Mais on le fait aussi. On fait des processeurs de plus en plus efficaces, mais le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on a des processeurs plus efficaces, on se dit, étant donné que ça chauffe moins, on peut en mettre plus. Oui, c'est ça. Et donc au final... Voilà. Moi, je pense que ça se fait par ailleurs dans certains cas, dans certaines entreprises. Il faudrait récupérer cette chaleur pour en faire quelque chose. On fait passer de l'eau, mais on pourrait faire passer un liquide qui garde la température le plus longtemps, du glycol par exemple, donc de l'eau avec du sucre en gros, qui récupérerait la chaleur et qui irait dans les tuyauteries de l'immeuble pour chauffer les appartements. Je dis n'importe quoi, mais je sais pas ce qu'en pense Picaboo. Là, ça ferait utile. Ça existe. Voilà. Ça existe, oui. En France, enfin tout au moins en France, je sais qu'il y avait au moins 2 ou 3 projets qui se sont faits il y a quelques années avec des fermes de serveurs qui ont servi à chauffer l'eau des appartements qui étaient au-dessus. Alors je sais pas si c'est toujours fonctionnel aujourd'hui, j'en sais rien, je sais pas si c'est toujours rentable, mais je sais que ça à un moment donné ça s'est fait, ouais. Ça s'est fait en architecture, si je ne dis pas de bêtises, dans certains bâtiments à destination de bureaux, où on mettait les parcs informatiques dans des espèces de colonnes qui parcouraient tout le bâtiment, enfin de haut en bas, et on récupérait la chaleur dans cette colonne, qui était une colonne d'air finalement, pour la redistribuer cette chaleur ou la recondenser par ailleurs. Ça, je sais que ça existait ou que ça existe, qu'il y a des bâtiments qui ont été conçus comme ça, mais manifestement, ça n'est pas devenu une règle architecturale, donc je ne sais pas si c'était vraiment rentable ou parce qu'au niveau énergie, ça doit pas être très rentable. Oui, c'est ça. Il devait la consommation des serveurs continue à être plus élevée que la consommation pour vraiment chauffer les appartements ou les bureaux. Je suis pas sûr que ce soit très rentable, quoi. Oui, ça dépend, parce que si tu arrives à récupérer cette chaleur, à l'utiliser quelque part ailleurs, et que ça t'évite ainsi de devoir refroidir ta salle informatique, par exemple, avec des gros conditionnements d'air très, très énergivores, il y a quand même un équilibre. Je sais qu'ils ont fait un test il n'y a pas longtemps chez OVH. Oui, ça n'a pas bien marché. Voilà, c'était pas une bonne idée. Ça a chauffé, par contre. Oui, bien sûr. Ils n'auront plus jamais froid, ça c'est sûr. Par contre, je me pose quand même une question sur le principe que tu décrivais, c'est-à-dire qu'ils font passer de l'eau dans les microprocesseurs eux-mêmes, mais aujourd'hui on a des microprocesseurs qui vont bientôt être gravés à 5 ou 3 nanomètres. Je me pose la question de savoir comment on arrive là à une dimension tellement petite, on est carrément à la dimension de l'atome, quoi. Comment les atomes de flotte passent au milieu de ça, enfin de flotte ou de fluide, peu importe quel est le fluide, mais je me pose la question de savoir comment ça passe au milieu de ce truc-là, étant donné la finesse de ces petites choses, n'est-ce pas? Il y a une mécanique des fluides qui m'échappe un petit peu, je crois. Il te faut un gros compresseur, genre 1200 bars, et puis... Vas-y, David. D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas, ils ne font pas passer l'eau entre les transistors. Donc en fait, les transistors vont peut-être descendre au niveau du nanomètre, mais par contre, il y a le substrat au-dessus des silicones, et c'est dans ce substrat qu'on creuse des sillons. Mais ces sillons ont des tailles raisonnables. On parle peut-être de même de l'ordre du millimètre. Donc, ceci étant dit, d'accord. On pourrait aussi imaginer qu'on change le form factor du processeur, justement, pour arriver à ce type de résultat. On peut imaginer demain peut-être des processeurs tubulaires, par exemple, pour y faire passer à l'intérieur de l'eau ou un liquide de refroidissement. On pourrait imaginer ça. Là, je rêve un peu, mais normalement, c'est toi qui anticipes ce genre de truc, David. Là, j'allais dire, c'est toi qui as 3 générations d'avance. Je sais pas, moi, ça me semble tellement... quand on prend un peu de recul, tu vois, on se dit, finalement, pourquoi rester sur s'énerver avec un processeur qui a cette forme-là. Alors peut-être qu'il y a une raison technique à ça, je dis pas le contraire, mais...
Oui. Du coup, ils vont grossir les processeurs s'ils mettent des tuyaux dedans en plus. Oui, c'est ça. Donc le portable va de nouveau devenir une brique. C'est le serpent qui se prend la queue. Pour revenir au point d'avant, réutiliser la chaleur des serveurs, ça n'intéresse pas tout le monde. Moi ici, ça m'intéresse pas. Non, ça j'imagine. Oui. Je rappelle que David est en Thaïlande, que là il est quelle heure, David? Quelque chose comme 1h30 du matin, 1h20 2h20 2h20, pardon. Ah oui, c'est l'heure d'été. 2h20 et qu'il y a quoi, grosso modo 40-42 degrés là où tu te trouves? Non, il fait assez frais. On a eu un très gros orage et il fait qu'une trentaine de degrés, peut-être 33-34 ressentis. Mais malgré tout, je prends pas plus de température. Oui, ça me suffit. Ça suffit comme ça. Et en plus de ça, quand tu as des ordinateurs, et c'est ton cas qui tourne autour de toi, ça en rajoute encore un peu. Donc on préférait effectivement évacuer cette chaleur, la mettre ailleurs, je sais pas, et la stocker pour la ressortir plus tard, ou l'envoyer ailleurs, enfin bref. Là, on va l'envoyer en Europe. Oui, c'est ça, ça fait un long tuyau, ça. Allez, on passe à la suite. La lettre V, V comme voiture, Picaboo, on parle de voiture électrique. Alors ça, c'est vraiment la tarte à la crème de la voiture électrique, ou de l'écologie, de manière beaucoup plus globale. Est-ce que la voiture électrique est plus ou moins polluante? Alors les gens qui aiment les voitures qui font vroom vroom vont trouver toutes les bonnes excuses en disant non, la voiture électrique c'est une voiture de golf, ça marchera jamais, ça fait pas de bruit, et puis c'est polluant, c'est beaucoup plus polluant que mon gros diesel que j'ai depuis 12 ans. On n'en sait rien. Jusqu'à présent, chaque fois j'ai entendu du blanc, du noir, un peu de... Et là il y a de nouveau un article qui est sorti et que tu as épinglé. Alors je l'ai épinglé parce que je pense que c'est intéressant pour les gens qui se posent la question de le lire dans le détail. Je vais pas vous faire le détail parce qu'objectivement, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de données. Moi-même, je m'y suis un tout petit peu perdu, mais en gros, et pour simplifier, on est aux États-Unis dans une étude qui a été commandée par Reuters, donc l'agence d'information américaine, l'équivalent, on va dire, de l'AFP en France, et je ne sais pas s'il y en a une en Belgique. Donc c'est eux qui ont commandé cette étude. Ils se sont basés sur un modèle informatique qui a été mis en œuvre, développé par l'Argonne. Alors je sais pas, je crois que c'est une université, c'est ça, c'est un laboratoire national de l'Argonne à Chicago qui a développé un modèle informatique qui regroupe des milliers de données de base, alors, qui sont la fabrication de la voiture, quel matériau, quel plastique, où c'est construit, avec quelle température, à la voiture quand elle est livrée comment, à quel moment, avec quel modèle de transport, quand la personne en prend possession, dans quelle ville, il va à l'alimenter en électricité, avec quelle électricité produite comment, etc. Voilà, vous voyez un peu le climat, quel est le climat, etc. Beaucoup de données qui rentrent dans ce modèle informatique. Sur cette base-là, ils ont fait rouler ensemble une Tesla, alors je crois c'est une Tesla Model 3, voilà, c'est ça, et alors j'ai perdu l'autre, j'ai perdu l'autre, je ne sais plus, elle va me revenir. Donc un modèle tout à fait classique avec un moteur à combustion classique, et je vais pas le trouver évidemment. Ça va me revenir. Et ils ont roulé pour à peu près 171 000 km avec les deux voitures pour jauger et savoir, d'après le modèle informatique, qui était plus polluant que l'autre. Alors, il ressort, et je vais rester très vague sur les chiffres, vous irez lire l'article, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. En gros, globalement, d'après cette étude, qui recoupe une étude européenne qui va à peu près dans le même sens, la voiture électrique est très consommatrice de CO2 à la fabrication, jusqu'à la livraison client. Et ensuite, le modèle s'inverse, et la voiture électrique devient plus intéressante au bout d'un certain nombre de kilomètres. Alors, le certain nombre a un intérêt dans ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça dépend où vous roulez et comment vous roulez. Si vous roulez aux États-Unis, vous mettrez plus longtemps à ce que ça devienne rentable aux États-Unis que quand vous roulerez en Norvège, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, l'électricité est produite en grande majorité par des centrales à charbon, alors qu'en Norvège, c'est de l'électricité verte. Bon, enfin Verdi, ou je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Globalement, la Tesla, la voiture électrique, pour simplifier, au bout de 21 000 km, en gros, vous allez passer dans la version
moins de CO2 que la version, que la voiture classique à moteur à combustion classique. Voilà. Okay. Ce qui veut dire que globalement, l'électricité serait plus rentable pour l'écologie que la version classique habituelle. Alors aujourd'hui, c'est ce que dit l'article à la fin, c'est une étude qui, encore une fois, est discutée par un certain nombre de gens. Il faut bien lire qui sont ces gens qui discutent ce résultat. Hein. Il faut bien regarder qui sont ces gens qui vont dire non, c'est pas vrai, etc., etc. Ce sont des gens qui ont des intérêts quelque part. Bon. Le laboratoire national d'Argonne, donc aux États-Unis, lui est financé par le ministère de l'énergie et exploité par l'université de Chicago. A priori, ils n'ont pas d'intérêt particulier à planter une étude, on va dire. Voilà. Alors, je vais rester très vague. Je vais pas prendre parti. Moi, j'ai pas de voiture électrique. J'ai pas de voiture du tout d'ailleurs, pratiquement. Donc voilà. Moi, je roule à vélo. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je dirais que il y a un petit avantage pour l'électricité quand même. Voilà. C'est souvent. Alors, je suis pas du tout surpris par ce que tu nous expliques, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les papiers quand on parle effectivement de la production de CO, de tel modèle de voitures électriques, diesel, essence, etc. C'est que la fabrication effectivement est coûteuse, mais que c'est à l'usage en fait que il y a une espèce de récupération, alors qu'un moteur diesel, on le sait bien, il va de toute façon polluer quoi qu'il arrive. Voilà, il n'y a pas 36 000 diesel, il n'est pas produit de 10 manières différentes, il existe, point. L'essence, pareil. Tandis que l'électricité, effectivement, en fonction de l'endroit où tu habites, en fonction de l'endroit où tu charges ta voiture plus précisément, tu vas avoir de l'électricité plus ou moins décarbonée, effectivement. Pour répondre à deux questions, la première, est-ce qu'il y a une agence de presse en Belgique ? Oui, elle s'appelle Belga, et l'autre voiture dont on parlait, je pense que c'est une Toyota Corolla, mais je peux me tromper. Oui, c'est ça. C'est ça ? Mais je la trouvais plus. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ceci dit, comparer une Model 3 à une Corolla, j'imagine qu'ils ont poussé. Ils disent dans l'article que le poids est le même, qu'ils considèrent que la voiture est équivalente en termes de puissance, de poids, etc. Et d'ergonomie, d'aérodynamisme, etc. Voilà. Ok, on peut l'entendre. Effectivement, voilà, c'est un papier, j'ai envie de dire, c'est un papier de plus. Et là où tu as tout à fait raison, c'est qu'il faut toujours, effectivement, mais c'est vrai sur toutes les études scientifiques, quelles qu'elles soient, pas que dans ce domaine-ci, quand il y a, il faut regarder qui contredit l'étude et qui aussi à financer l'étude. Voilà. Ça peut aider aussi. Par exemple, une étude sur les bienfaits du sucre avec une en-tête Coca-Cola, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple. Voilà. C'est une petite parenthèse. Je ne sais pas ce qu'en pense David de tout ça, de toutes ces histoires d'écologie, de voitures électriques ou pas électriques. Pour commencer, je pense qu'il manque un L à polluante. C'est possible. Ah oui. C'est ma faute. Non, mais je veux dire, ça m'avait accroché et je suis certain qu'il y a quelqu'un qui l'aura remarqué sur YouTube. Voilà. Donc voilà. Non, sinon les véhicules électriques, en effet, j'ai lu cette étude et ça varie aussi même très fort entre un État et un autre aux États-Unis, si je me souviens bien. Oui, sûrement. Parce qu'il y a des États qui ont une énergie plus verte que d'autres. Oui. Quelque chose qui me dérange très fortement avec les véhicules électriques, c'est il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a également l'extraction de tous les minéraux pour les batteries. Et ça, ce sont des tragédies écologiques. C'est pris en compte là où dans on le va calcul, extraire ces métaux. Alors, oui, mais ce n'est pas du CO. Ce n'est pas du CO2 là, par contre. Non, mais c'est pris en compte dans le côté, j'imagine, pollution, éthique, voilà, un ensemble de choses, de paramètres qui interfèrent des fois dans le calcul. Il faut être clair avec ça, mais ça, je pense que effectivement, c'est à vérifier, mais c'est pris en compte à un certain degré en tout cas. Là où je suis d'accord avec David, c'est des calculs. Oui. Vas-y. David. Oui, j'allais dire, oui, on tient compte de l'empreinte CO2 pour le minage des minéraux, mais je parle de la contamination des rivières, de toutes les personnes qui meurent, qui attrapent des cancers parce que on les a exploités pour tirer ces minéraux. Je ne suis pas tout à fait certain que c'est vraiment tenu compte dans ces études. Juste une petite parenthèse, mais juste
Micro-parenthèse, et puis après je passe la parole à Picaboo. J'avais lu un autre papier, alors je n'ai plus la source en tête, dommage, mais où ils expliquaient qu'à un moment donné, on ne devra plus chercher ces minerais, qu'on sera dans un cycle de recyclage permanent qui fera en sorte qu'on aura toujours en gros, un très gros pourcentage de minerais à disposition, et que finalement on ne devra plus aller chercher que une fraction de ces minerais. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça devrait être pris en compte. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on parle des smartphones par exemple, des choses comme ça, où on détermine si un smartphone est éthique et écologique ou pas, pour savoir si effectivement il y a eu un traçage des composants qui ont été mis en œuvre, savoir si ça n'est pas issu effectivement de mines pirates en Afrique quelque part, où on emploie des enfants et des choses comme ça. C'est très important effectivement d'être le plus clair possible, comme on doit l'être pour tout. Ça s'arrête pas à ça. Les fringues aussi. Voilà, c'est un problème plus global, j'ai l'impression. Picaboo. Oui, je suis d'accord avec David quand il dit qu'effectivement, est-ce qu'ils ont pris en compte le fait que effectivement, ça peut générer un certain nombre de problèmes dans les populations qui vivent à côté de ces mines, dans les écosystèmes qui sont autour de ces mines, etc. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est très facile pour une société où n'importe quelle étude est faite dans une société comme les États-Unis ou en Europe, etc., où on est des gens qui ne nous soucions pas trop de ces problématiques-là, parce que c'est très loin de chez nous. Et on la garde de très loin quand on y pense, et encore. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça pose un petit problème. Alors moi, je vais faire tout petit peu de buzz, on reparlera tout à l'heure, plus tard, dans le bonus, que vous allez voir, voilà, ouais. De la récupération des matériaux, justement, des minerais, qui est en train d'essayer de naître, d'apparaître, voilà. Tu fais un peu de teasing pour la promotion du bonus qui va arriver. Alors si vous regardez, si vous êtes au taquet, que vous avez regardé très tôt après sa sortie, cet épisode, c'est pour dans quelques jours. C'est le mardi que sort le bonus pour l'instant, en période estivale. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez y jeter un œil ou attendez qu'il sorte. En même temps, vous n'êtes pas obligé il n'y a pas de suite logique d'un à l'autre. Vous pouvez regarder d'abord le bonus et puis cet épisode. Et puis comme ça, passer de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Mais tu fais bien de le rappeler, il y a un bonus qui arrive très prochainement, tout comme il y aura la semaine prochaine la deuxième partie de nos hors-série consacrée à la cryptographie avec Sébastien. Il y a déjà une partie qui est à votre disposition. Si vous avez envie de vous intéresser à la cryptographie, on y parle de l'histoire de la cryptographie et de la cryptographie synchrone ou asynchrone, synchrone, et on parlera de la synchrone dans la seconde partie, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai pu mélanger un petit peu les pinceaux, mais vous rectifierez évidemment. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est instructif. Et comme c'est en podcast audio, c'est en vidéo, pardon, c'est justement pas en podcast audio, c'est uniquement en vidéo sur notre chaîne YouTube, vous pouvez le regarder et le re-regarder et le re-regarder et faire des arrêts sur image et revenir en arrière si vous n'avez pas tout compris. C'est ça qui est pratique aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Picaboo. Oui, vas-y. Oui, juste un dernier petit truc que je voulais dire. Quand on parlait qu'en fait il fallait un certain nombre de kilomètres pour que la voiture soit plus écologique. Oui. Il y a peut-être une question à se poser aussi, c'est que dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures et qui ne font jamais le quart de ce nombre de kilomètres-là. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que ça, c'est le petit truc que je voulais rajouter. Pareil. Oui, par exemple, il y a des véhicules qui sont complètement surdimensionnés pour l'usage qui en sont faits. On est tous d'accord avec ça. On va peut-être pas rentrer ici maintenant, une fois qu'on a conclu l'épisode, dans un grand débat, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer que toute énergie qu'on ne dépense pas, c'est peut-être le mieux aussi, sans aller non plus retourner à l'âge des cavernes et à s'allumer ses clopes avec des silex. Vous voyez ce que je veux dire? On peut trouver peut-être un juste équilibre. Merci en tout cas pour cet épisode. On va se retrouver dans le bonus qui arrive prochainement, ou sinon un peu plus tard dans l'été ou à la rentrée. On n'y pense pas encore trop. À la rentrée, on n'a pas encore vraiment profité de l'été, donc on va encore un peu profiter de l'été. Passez une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt. Salut.